Nous, les Bantous, quand il y a un problème, on utilise la palabre, on le dit nous aussi, la palabre. Ok? Le sang ne coule pas. Et aujourd'hui, le Congo est devenu le théâtre de toutes sortes de crimes, d'assassinats, de violations de femmes, de mutilations génitales. Mais ça vient d'où ça? Mais ça vient du Rwanda. C'est ce qu'on a vu en 1994 entre les Hutus et les Tutsis. C'est comme ça qu'ils se sont entretués. Et ils ont transféré au Congo, ils ont transvasé au Congo la haine ethnique qui les opposait entre eux, les Tutsis et les Hutus. Maintenant, c'est cette haine qui oppose les Tutsis et les Bantous. Le jour où les Bantous prendront conscience de cette situation en disant cette guerre au Congo est d'essence foncièrement ethnique, s'ils dénoncent cette essence ethnique, ce n'est pas à faire preuve de génocidaire ou de raciste, c'est de dénoncer la cause fondamentale de la guerre et du génocide en cours au Congo. En disant, vous les Tutsis, vous avez accepté de jouer le rôle d'instrument. Vous êtes venus au Congo pour servir les intérêts des Blancs, des Occidentaux, rentrez. Et nous allons dire aux Blancs, vous êtes ici à Paris, vous avez des ministres, vous avez des députés, vous avez des sénateurs, dites-leur, pourquoi êtes-vous passé par la petite fenêtre du Rwanda pour entrer au Congo? Venez par la grande porte. Négocions, travaillons ensemble. Mais n'oubliez pas que cette terre nous appartient maintenant. Banabilaka sont de retour. Nous allons récupérer cette terre. La terre nous appartient. Vous avez la technologie, vous avez les capitaux. Il y a moyen de s'entendre. D'un côté, vous avez la technologie et les capitaux. De l'autre, nous avons la propriété de la terre. Entre nous, on peut s'arranger. Et il n'est pas nécessaire pour ça qu'on s'entretue et qu'on demande aux tous de venir nous dominer et nous massacrer. Voilà. Donc, si je peux me permettre, vous pensez que si l'opposition crée un parti un parti politique ici, oui. Est-ce qu'il y a des moyens pour qu'il puisse être élu un président, pour qu'il puisse élire un président à partir de la diaspora d'ici? Oui. Est-ce que est-ce que ça pourrait être réalisable ou pas? Non, c'est une... C'est-à-dire qu'un président d'ici, en fait, à partir de la diaspora. Mais un président doit assumer son pouvoir sur une juridiction territoriale. Et la diaspora congolaise comprend à peu près entre 8 et 10 millions de Congolais. Alors qu'au Congo, il y a 10 millions de Bantous, il y a 70 millions de personnes. Quelle sera la légalité, la légitimité d'un président élu en dehors du Congo et par 10% seulement de la population? Aucune légitimité, ça c'est un. Deuxièmement, la crise congolaise n'est pas une crise politique. Je vous l'ai dit, c'est une crise ethnique. On a organisé l'élection présidentielle en 2006. En 2007, on a vu le CNDP de Koudabatouare qui a commencé à massacrer les gens à Massissi, à Walikale, à Luchu. Donc, l'élection de 2006 n'a pas résolu le problème. On a organisé une deuxième élection présidentielle en 2011. La personne qui a gagné cette élection, c'est Tshisekedi Lumumba, qu'on le veuille ou non. C'est lui qui a gagné l'élection présidentielle de 2011. Qu'est-ce que Kabila l'a fait? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Kabila l'a jeté en prison. Vous comprenez? Donc, si on organise les élections en 2016, mais on en va assister à une même situation. Vous savez d'ailleurs que depuis 4 ou 5 jours, des troupes violent la frontière entre le Congo et le Rwanda pour venir semer le trouble et la zizanie au Congo. Donc, le problème congolais n'est pas un problème politique. Et donc, une élection qui est une procédure politique, qui est un procédé politique, ne résoudra pas. Parce qu'en 2006, ça n'a rien résolu. En 2011 non plus. Et vous voulez remettre, on veut recommettre la même erreur en 2011. Ce sera encore pire. Parce que, comme l'a dit l'ancien sous-secrétaire d'État américain pour les affaires africaines, Herman Cohen, aujourd'hui, on peut considérer comme les deux provinces du Kivu comme ayant été de fait annexées par le Rwanda. Parce que notamment le gouverneur du Sud Kivu, c'est un Tutsi qui s'appelle Marcel Tshisekedi. Vous comprenez? Dans l'armée congolaise, il y a 354 généraux rwandais. Tous des Tutsis. Il n'y a pas un seul général Hutu. Pas un seul. Que ce soit dans l'administration du Congo, que ce soit dans la diplomatie, ou au Sénat, ou au Parlement, ou dans le gouvernement. Tous les Rwandais qui sont aux Tutsis et qui occupent des postes dans les institutions sont tous, sans exception, des Tutsis. Pas un seul Hutu. Alors ne parlons pas de Rwandais. Rwandais. Donc il y a des preuves matérielles, des faits vérifiables, qui attestent que la crise congolaise n'est pas une crise politique. Ce n'est pas non plus une crise entre les Rwandais et les Congolais. C'est une crise entre les Tutsis et les Bantous. Comme le génocide de 1994 a opposé les Hutus rwandais aux Tutsis rwandais. C'est une crise de type ethnique.
Et d'ailleurs, au Congo, ou en Afrique en général, c'est difficile d'assister à un événement, à une grande crise qui ne comporte pas un soubassement ethnique. Mais c'est un aspect qui est généralement gommé, effacé. Parce que les Blancs ont peur que les ethnies, qui sont les véritables détentrices du pouvoir et de la terre, ne prennent conscience et ne récupèrent ce que les Blancs leur ont confisqué. Voilà pourquoi on ne veut pas parler d'ethnie, surtout pas. Alors qu'ici, chez eux, ils s'en parlent. Naturellement, librement. Lors d'une de vos interviews en novembre 2014 en Belgique, oui. Vous avez dit que M. Tshisekedi, il avait dit que de lui-même il était fatigué, il ne pouvait plus prendre les Congolais en charge, qu'ils se prennent eux-mêmes en charge en fait, que lui ne pouvait plus rien. Donc je voulais savoir quels moyens pourrait-il utiliser la diaspora pour organiser cette opposition et qu'elle soit enfin entendue par l'opinion internationale selon votre expérience. Mais d'abord, cette déclaration de Tshisekedi est une capitulation, c'est une reddition. Je pense que quand on est un homme d'État, comme Tshisekedi, qui, je vous dis, a commencé sa carrière politique en 1960, au mois de septembre, comme vice-ministre de la Justice, dans le gouvernement des commissaires généraux. Donc cela fait 55 ans aujourd'hui que Tshisekedi fréquente les alliés du pouvoir. Je ne parle pas de son bilan, mais cette déclaration l'a disqualifié. Il s'est disqualifié tout lui-même. Le peuple ne peut pas se prendre en charge. C'est un leader qui doit assumer, qui doit incarner la lutte d'un peuple. Nous sommes aujourd'hui en guerre. Nous sommes dans une guerre, je vous l'ai dit. Nous sommes dans une guerre qu'on appelle la première guerre mondiale africaine. Et en pleine guerre, le général vous dit, écoutez, vous vous débrouillez, vous prenez-vous en charge. Moi, je ne vous dirige plus. Mais il nous abandonne dans une situation, le navire est en train de prendre eau de toutes parts, nous sommes en train de faire naufrage, et celui qu'on a élu en 2011 nous dit, non, écoutez, prenez-vous en charge. C'est une déclaration inacceptable, inadmissible de sa part. Et c'est une sorte de trahison. Moi, je pense qu'il devrait reprendre cette parole, n'est-ce pas, et prendre la tête, non pas de l'opposition, mais de la lutte. Parce que une guerre d'agression comme celle à laquelle le Congo est confronté ne peut pas prendre fin par des élections. Lui-même en a été la victime. Il sait bien que c'est lui qui a gagné l'élection. 3 ans après, il dit non, prenez-vous en charge. Il y a une occasion que Tshisekedi a manqué pour modifier complètement la donne fondamentale. Le jour où Tshisekedi Lumumba a terminé sa campagne électorale en 2011, il va au stade des Martyrs. Il y avait un monde fou. Il aurait suffi qu'il prononce une seule phrase, que les Tutsis rentrent chez eux, que tous les Tutsis du Congo rentrent chez eux. Le lendemain, tous les Tutsis s'en allaient, il n'y avait plus de crise. Parce que c'est ça le fond du problème. Il ne faut pas toucher aux Tutsis, parce que si vous osez toucher aux Tutsis, si vous les violentez, si vous les tuez, qu'est-ce que les Tutsis vont faire? Ils vont amplifier, ils vont s'entretuer eux-mêmes. Vous en tuez 10, eux vont en tuer 50. Et ils vont vous attribuer toute la responsabilité. Et vous aurez toute la communauté sur le dos, toute la communauté internationale. C'est comme ça qu'eux fonctionnent. Donc, le génocide de 1994, il y a eu 4 génocides au Rwanda, et pas un seul. Le premier génocide, c'est celui des Tutsis partis de l'Ouganda qui sont venus massacrer leurs propres frères Tutsis qu'ils traitaient de collabos, parce qu'ils sont restés vivre au Rwanda sous un régime dominé par les Hutus de 1962, date du coup d'État de Grégoire Kayibanda, les Hutus, jusqu'en 1994. Donc, ils sont venus du Rwanda, de l'Ouganda vers le Rwanda, et ils ont tué les collabos. C'était des collabos, les Tutsis collabos. Ça, c'est le premier génocide. Le deuxième génocide, c'est celui qui a suivi le crash de l'avion du président Habyarimana, Juvenal, et du président burundais Cyprien Ntaryamira, n'est-ce pas, le 6 avril 1994. Ça, c'est le deuxième génocide. Ce deuxième génocide, c'est les représailles des Hutus sur les Tutsis. Effectivement, les Hutus ont massacré les Tutsis à cette époque. Mais pour pousser les Hutus à tuer les Tutsis, ce sont les Tutsis qui ont d'abord donné le coup d'envoi, qui ont déclenché l'opération. Okay? Par contre, on voit des gens avec des machettes en train de couper d'autres gens avec des machettes. Qui vous dit que celui qui tient la machette c'est un Hutu ou bien un Tutsi? Vous n'avez aucun moyen de le faire, de le savoir. On ne peut pas savoir qui tient la machette et sur la tête de qui la machette tombe.
On dit, ah non, celui qui tient la machette de Hutu. Moi je dis non, rien ne vous le prouve. Les cadavres qu'on nous montre, le mausolée qu'on nous montre à Kigali, ah, on dit ce sont les cadavres de Tutsi. Qui a fait le test ADN? Personne. On nous prend pour des imbéciles. Donc ça c'est le deuxième génocide. Le génocide des Tutsis par les Hutus. Vrai. Le troisième génocide, c'est celui qu'on appelle des représailles, des Tutsis contre les Hutus qui s'est déroulé fondamentalement au Congo. À travers une quarantaine de camps de réfugiés que les Hutus ont occupés au Congo jusqu'à Kinshasa. Et ce génocide a coûté 2 300 000 Hutus. Le quatrième génocide, c'est celui qui se déroule au Congo depuis 1998 contre les Bantous. Car posez-vous la question, à qui ces génocides ont-ils profité? Mais aux Tutsis seulement. Le président Paul Kagame, c'est un Tutsi. Être Tutsi, ce n'est pas une insulte. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une maladie. Moi, je suis un Montou, ce n'est pas une maladie. Et même si c'était une maladie, je me soignerais. Kabila, Joseph Kabila est un Tutsi. Mais qui rentre chez lui au Rwanda, il n'y a pas de Tutsi congolais. Il n'y en a pas. Parce que le Rwanda, c'est une colonie allemande. Donc, si vous dites qu'il y a des Tutsis congolais, ça signifie qu'il y a des Tutsis qui ont des terres au Congo, avant l'arrivée des Blancs. Or, avant l'arrivée des Blancs, il n'y avait pas de Tutsis au Congo, puisque le Tutsi était une colonie allemande, et que le Rwanda existe depuis le XVIIe siècle. Alors que l'État indépendant du Congo est créé à la fin du XIXe siècle, donc plus de 250 ans plus tard, et que le Rwanda fut une colonie allemande. On ne comprend pas pour quelle raison les Allemands auraient pu laisser une partie de la population rwandaise être confisquée par le roi Léopold II. C'est impossible. Le roi Léopold II n'avait pas les moyens de confisquer une partie de la terre rwandaise et de la population rwandaise pour les inclure dans l'État indépendant du Congo. C'est impossible parce que le roi Léopold II avait besoin de l'appui de l'Allemagne pour que son État indépendant du Congo obtienne la reconnaissance internationale. Donc il n'y a pas de Tutsi congolais. Il n'y en a pas. Donc, vous me posez la question, il n'y a pas de Tutsi congolais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Tutsi qui possède des terres au Congo. Je suis Mouyansi. Il y a des Bayansi ici en France, mais il n'y a pas de Bayansi français. Hein? Il y a des Bayombe en France, mais il n'y a pas de Bayombe français. Il y a des Balouba en Allemagne. Il n'y a pas de Balouba allemands, c'est-à-dire qu'en Allemagne, les Balouba n'ont pas une terre qui leur appartienne. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de Tutsi congolais. Mais il y a des Rwando-Congolais peut-être qui ont pris la nationalité congolaise. La nationalité seulement. Mais ils n'ont pas de terre au Congo. Parce qu'en 1885, il n'y avait pas de Tutsis qui possédaient des terres. Parce que l'État indépendant du Congo a été créé par l'addition des terres qui appartenaient aux entités traditionnelles, aux royaumes et aux empires, dont les armées ont été vaincues par Stanley, qui était l'émissaire du roi Léopold II. Après avoir vaincu les armées de nos grands-pères, il a additionné, il a fusionné toutes les terres pour former l'État indépendant du Congo. Et le roi Léopold II et Stanley n'ont jamais mis les pieds au Rwanda. Donc ils n'ont pas pris les terres rwandaises ni les populations rwandaises pour les inclure dans l'État indépendant du Congo. Alors les gens qui parlent, même ici en Europe, ici je vois des journalistes sur des chaînes de télévision, France 2, Antenne, France 2 ou TF1 et tout ça, ou France 24, qui parlent de Tutsi congolais. Ce sont des ignares. Ils ne connaissent pas l'histoire. Ce sont des ignares, tout simplement. Pas des ignorants, des ignares. Ils ne connaissent rien. Vous comprenez? Donc, maintenant, Banabilaka, c'est le discours qu'ils doivent tenir. Les Banabilaka doivent refuser. Si vous entendez un journaliste écrire ou dire, ou parler de Tutsi congolais, dites-lui, monsieur, vous vous trompez. Il faut d'abord commencer par corriger les gens qui ont divulgué, qui ont popularisé l'idée qu'il y aurait des Tutsis congolais. Maintenant, c'est entré dans les mœurs, dans les coutumes, dans les mentalités. Les gens disent qu'il y a des Tutsis congolais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand je dis, il y a des Bayombe congolais, ça n'a pas de sens. Si vous êtes Mouyombe, vous êtes nécessairement congolais. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes Mouyombe congolais. Si vous êtes Moulouba, vous êtes nécessairement congolais. Donc on ne parle pas de Balouba congolais. Donc le fait même qu'ils disent que ce sont des Tutsis congolais prouve qu'ils ne sont pas congolais. Vous comprenez? Donc c'est la preuve qu'ils ne sont pas congolais. Parce que si vous êtes Mouteke, hein, sauf que là encore de Bateke parce que c'est un royaume dont l'étendue comprenait le Congo, Kinshasa aujourd'hui, le Congo Brazzaville et une partie du Gabon. Le président Omar Bongo, la famille Bongo était Mouteke. Quand il venait à Kinshasa, Mobutu n'était pas Mouteke, lui Mobutu était un bandit. Eh bien quand le président Omar Bongo venait à Kinshasa, il appelait les chefs coutumiers du plateau de Bateke et il parlait avec eux en Kiteke. Et Mobutu ne comprenait rien puisqu'il n'était pas Mouteke. Vous comprenez? Donc, mais au Congo,
toutes les tribus, toutes les ethnies comprises à l'intérieur des 2 345 000 km², toutes ces ethnies portent un seul nom et elles parlent leur propre langue. Si vous êtes Muyombe, vous parlez le Kiyombe et vous habitez au pays des Payombe. Et tous ils parlent le Kinyarwanda. Donc ils parlent une langue du Rwanda. Donc ils ne sont pas congolais. Quelle que soit la façon dont vous tournez le problème, vous retombez toujours sur vos pieds. Il n'y a pas de Tutsi congolais. Ok? Voilà. Certains groupes de combattants soutiennent Vital Kamerhe et croient qu'une fois Kabila parti, le problème du Congo résolu, peu importe celui qui lui succédera. Ainsi, ces combattants considèrent Kamerhe comme un opposant politique et donc une alternative pour la libération du Congo. Alors qu'il est des mères rwandaises sur ce saut, que souhaitez-vous leur dire? Bon. Bon, ok. D'abord, quand on est combattant, hein, il y a aussi un problème de terminologie, de sémantique. Un combattant, c'est un soldat, mais sans uniforme. Ok? Si vous êtes combattant, c'est comme les résistants ici en France pendant la Deuxième Guerre mondiale de 1940-1945. C'était des résistants, c'était des combattants. Un combattant, c'est un militaire en armes, mais sans uniforme, et qui n'obéit donc pas aux lois de la guerre, c'est-à-dire à la Convention de Genève. Un combattant se bat pour libérer son pays. Un combattant ne s'occupe pas de politique, jamais. Un combattant, comme un résistant, se bat d'abord pour chasser l'occupant. Il ne s'occupe pas de politique. Ça, c'est la première erreur. Or, nos combattants s'occupent de politique. Ils ne sont pas des combattants. Ce sont des activistes ou des militants, mais pas des combattants. Donc, ce terme-là, ils doivent l'abandonner. Nous parlons français, hein? Ok? Nous parlons français. Pas le Kiyansi, le Kiyombe, quoi, non? Un combattant ne s'occupe jamais de politique. Le combattant, lui, c'est un soldat. En armes, mais sans uniforme. Un combattant, il est fait pour tuer. Tuer celui qui a occupé son pays. Il tue. Sans distinction de race, de sexe, quoi que ce soit. C'est un ennemi, allez, il le tue. Par tous les moyens. Ok, bien. Maintenant, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est le cheval de Troie que Kabila utilise pour semer la zizanie, pour diviser les Congolais. Sachez d'abord que Vital Kamerhe fut président de l'Assemblée nationale. Ok? Et Vital Kamerhe est plus dangereux que Kabila. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe, son père a travaillé à la CADESA, à la Caisse d'épargne. Et comme agent de la Caisse d'épargne, il a circulé à travers tout le Congo. Et donc, il parle les 4 langues nationales. Et donc, il connaît le Congo mieux que Kabila. Nous connaissons mieux, il est donc plus dangereux que Kabila, qui ne connaît rien, qui ne sait rien, c'est un ignare. Donc, ça c'est de deux. Vital Kamerhe n'est pas d'origine congolaise, ni de père, ni de mère. Troisièmement, Vital Kamerhe a écrit un livre intitulé « Pourquoi j'ai choisi Kabila ». Maintenant, il se prétend être un opposant. Mais qu'il écrit un livre, un deuxième livre pour dire « Pourquoi je hais Kabila ». Il ne l'a pas écrit. Donc ce n'est pas un opposant. Ça c'est un, ok? En fait, quatrièmement, pendant l'élection de 2011, qui a empêché que tous les candidats de l'opposition présentent un seul candidat contre Kabila? Parce que toutes les voix auraient pu se concentrer sur un seul candidat et la fraude de Joseph Kabila aurait été plus visible. Mais c'est Vital Kamerhe qui a empêché que tous les candidats de l'opposition se mettent d'accord pour choisir Tshisekedi comme seul candidat pour affronter Kabila. C'est lui qui a empêché, c'est celui qui a divisé l'opposition. Alors moi je l'appelle le plus grand commun diviseur. Et nous n'avons pas besoin qu'il rentre chez lui, au Rwanda, au Burundi, on s'en fout, mais qu'il rentre chez lui au Ouganda. Ou à Ouganda, quel que soit le pays, mais il n'est pas congolais. Il n'est pas Muntu, il n'est pas congolais. Qu'il rentre chez lui, d'où il vient. C'est le genre de personne, comme on dit en Kiyansi, quand vous couvez les œufs de perdrix, hein, il y a une poule qui couvre les œufs de perdrix, croyant que ce sont ses œufs. Le jour où les œufs vont éclore, que vont faire les petits perdreaux? Ils vont s'envoler. Voyez-vous? Regardez ce qui s'est passé récemment avec, paix à ses cendres, quelqu'un comme Setiyale. C'était un Congolais. Qu'on a un Muntu, il a traversé son Mobutu. Il meurt, vous savez où il est enterré? Rappelez-vous. Portugal. Mais voilà. Donc nous couvons les œufs, croyant que ce sont nos œufs à nous. Mais quand les œufs éclosent, eh bien les petits oisillons s'envolent, ils vont vers d'autres cieux.
il faut maintenant que Banabilaka, puisque c'est vous qui revendiquez la légitimité originelle, que vous sachiez tirer les leçons de tout ce qui se passe, de tous ces événements-là. Donc, pour savoir qui est congolais, qui n'est pas congolais, posez-vous la question qui est Muntu, qui n'est pas Muntu. Ok? Il existe la